Chers lecteurs, bonjour. Je tenais à vous présenter maintenant ma deuxième trilogie, parce que quand j'ai fini la saga de 12 volumes, j'ai voulu faire un break. Et je me suis dit maintenant, il faut que je parte sur avec d'autres personnages, avec d'autres histoires, qui soient peut-être accessibles plus facilement, parce qu'on m'avait dit que mes livres étaient vraiment très denses. Donc, le bonheur, ça a été que des personnages arrivent vers moi et que leur histoire, je puisse enfin la raconter sur un autre mode, de façon beaucoup plus rapide, mais aussi peut-être beaucoup plus dans le domaine peut-être plus psychologique. Le livre suivant s'appelle « Le troisième papillon ». Peut-être peut-on se demander ce que vient faire ce papillon ici, mais la réponse est à la fin du livre, quand je raconte une histoire soufie, une histoire véritable qui s'est passée dans le désert. Ce petit garçon donc va grandir et le livre commence le jour de son mariage. Il épouse une jeune femme qu'il a rencontrée au Maroc dans un lieu merveilleux qui s'appelle la Vallée des Roses. Et ce jour-là, il est ébloui non pas par les roses, mais par cette jeune femme qui va lui apporter tout le complément nécessaire qui lui manque. Il faut bien quand même penser que cet enfant a été transplanté, je l'explique dans Le Témoin silencieux, mais surtout, il a perdu son père, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était exilé, et il plane sur sa vie un mystère que sa mère n'a pas encore eu le temps ou le courage de lui expliquer. Donc cette jeune femme qui s'appelle Esther va être là dans sa vie pour le rassurer et pour le guider dans sa vie d'homme, car sa vie d'enfant a été quand même plutôt bousculée. Donc cette jeune femme va le faire entrer aussi dans une autre famille. Et là, il va, avec surprise, découvrir un être tout à fait particulier, on pourrait dire hors du commun, qui s'appelle Colombe. Colombe est la tante d'Esther, et quand il va la voir pour la première fois dans un village du Puy-de-Dôme qui s'appelle Fialex, ce village aura d'ailleurs dans les livres suivants une importance une capitale pour l'histoire. Il va découvrir une femme qui dit être descendue un jour, mais dans des siècles bien sûr, avec des réincarnations différentes, elle est descendue de la planète Vénus. Et pour l'instant, justement, jusqu'à maintenant, le petit garçon, Orlando, était plutôt dans un milieu assez pragmatique. Nous l'avons vu quand il parle avec son grand-père, qui lui parle plutôt de choses normales, de choses quotidiennes, comme lui il est content quand son chalut remonte plein de poissons. Et voilà que tout d'un coup, il va se trouver transporté dans un monde galactique, et même intergalactique. Et évidemment, il va recevoir un choc. Sur le coup, il n'y croit pas. Il ne peut pas arriver à se hisser à la hauteur de cette famille qui va disons, ça va le bousculer dans ses croyances. Il croit en Dieu, mais qui est Dieu, ainsi qu'il le dit. Et là, cette femme va lui montrer qu'il existe d'autres plans, d'autres plans, mais d'autres fréquences aussi. Et elle va lui parler de ce monde d'où elle vient, mais d'où elle est venue, bien sûr, il y a des milliers d'années, afin de remettre un peu de paix sur cette terre au moment où elle a subi de très grandes convulsions. C'est-à-dire, il y a bien sûr des milliers et des milliers d'années. Donc, Orlando et sa jeune femme vont ensemble découvrir des mystères de la planète que la plupart des enfants, bien sûr, ne connaissent pas,
bien sûr, à l'époque où j'écris ce livre, Internet n'a pas encore eu l'importance qu'il a maintenant. On ne voyait pas encore à cette époque les merveilleuses images des galaxies. On n'avait pas cette impression de pouvoir faire un voyage en étant assis dans son fauteuil. Donc ce jeune couple va se laisser entraîner dans des rencontres qui vont l'aider à se situer par rapport au monde, bien sûr, au monde d'en bas. Il faudra bien travailler, gagner sa vie, mais aussi avec une échappée dans un monde merveilleux qui est celui de la divinité, qui est celui des constellations, si on peut dire que les deux choses se ressemblent. Et ils vont aussi faire la connaissance de plusieurs personnes qui, parallèlement à Colomb, vont leur montrer que des peuples anciens ont déjà compris comment fonctionnait le monde, comment fonctionnaient les cycles surtout, et ils vont comprendre un petit peu plus leur propre cycle terrestre en entrant dans le monde du calendrier Maya. Donc, Esther et Orlando vont pénétrer dans ce qu'on pourrait appeler une fiction, mais cette fiction va leur être prouvée sur un plan beaucoup plus réel, que cette fiction n'en est pas une. C'est simplement que nous sommes, nous, actuellement, et peut-être pour un petit peu de temps encore, contraints à une certaine ignorance, comme si une autorité voulait nous empêcher de nous projeter dans un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus pur, celui de la pensée, de la conscience, et que justement, c'est le legs que nous ont laissé les Mayas, et en nous montrant à travers leur calendrier comment les cycles ont réussi par la spirale descendante d'arriver jusqu'à nous à une date très fatidique qui était l'année 2011. Et d'ailleurs, au moment du passage de 2011 à 2012, il y a eu pas mal d'émissions, beaucoup de livres sont sortis là-dessus, et certaines personnes se sont dit ce sont des fariboles. Or, eux se rendent compte un peu après coup que le monde est en train de changer, en effet, et qu'il y a une accélération énorme du temps. Donc, je vais vous lire ici un petit passage que Colomb va leur donner un petit peu une impression de ce qu'elle a vécu et surtout de ce qu'elle ramène de cette planète Vénus. Il te reste encore une mission d'information à accomplir. À partir de ce jour marqué du sceau christique 888, il est vrai que beaucoup de civilisations galactiques se sont intéressées à votre planète. Elle a souvent servi de laboratoire expérimental, de refuge ou de point relais pendant les grands voyages intersidéraux. Cependant, des liens particuliers unissent Urania et Vénus depuis la formation du système solaire. Elles sont des planètes jumelles qui ont évolué différemment. Permets-moi de t'exposer cette loi ésotérique. Afin qu'une vague de vie s'épanouisse sur une planète ou tout simplement permette qu'elle ait lieu, il est nécessaire de créer une polarité, un axe si tu préfères, que les anciens ont souvent symbolisé par un arbre. Réfléchis-y dans le calme. Les enseignements qu'un arbre dispense te paraîtront évidents, puisque cet élément végétal appartient à la fois au monde souterrain, au monde du milieu et au ciel. 3 étages s'y rencontrent, créant une harmonie idéale. L'être humain est analogue à un arbre, avec son tronc, ses racines, son feuillage et sa sève. La Terre et les autres planètes du système solaire possèdent aussi leur axe, leur pôle nord et sud, leur courant invisible, grâce auquel s'effectuent des échanges énergétiques et magnétiques incessants. Selon les cycles, ces pôles ont la capacité de changer de position par rapport au Soleil, cœur du système. C'est une de ces raisons qui a fait s'incliner l'axe d'Urania il y a quelques millénaires.